Je vous donne la parole, Shift Project, et on va questionner la question du système de santé et comment le décarboner. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour. Alors, on va passer très rapidement, puisqu'on a déjà été présenté. Une seconde sur... on présente en fait deux associations. Le Shift Project, comme l'a dit Maxence, c'est une association qui a été créée en 2010 par Jean-Marc Jancovici, dont il est toujours président, qui produit beaucoup d'études et de rapports sur les thématiques climat, énergie, transition bas carbone principalement. Et sur le terrain, il y a une autre association qui est composée de bénévoles qui sont les Shifters et qui, eux, font sur ces bases-là de la sensibilisation, de l'information dans les écoles, dans des événements comme cela et dans les entreprises également. Pour info, sans faire de prosélytisme, si ça vous intéresse d'adhérer et d'être un Shifters, on a un stand à l'entrée toute la journée. OK ? Donc voilà, notre mission, c'est principalement sur les thématiques transition bas carbone. On peut y aller ? Alors, je vais faire une partie introductive rapide, parce que c'est celle qui est la moins intéressante pour vous, pour resituer notre présentation dans le contexte, dans la thématique générale de ces 2 jours. Donc, le développement durable, vous le savez, c'est un développement économique qui satisferait les besoins de la génération actuelle sans priver les générations futures de la possibilité de satisfaire leurs propres besoins. On en est loin, on va le voir, d'accord ? Comme l'a dit Maxence tout à l'heure, on parle toujours de 3 piliers en développement durable. Le pilier environnemental, le pilier économique et le pilier social. Nous, notre présentation va principalement s'axer sur l'environnement et l'économie, puisque la santé, c'est un secteur économique en tant que tel. Alors, pour aller vers la RSE, vous savez que la RSE est structurée par la norme ISO 26000 et l'environnement fait partie des 7 questions centrales de la RSE. Donc, on est vraiment dans le sujet quand on parle d'environnement. Et quand on fait un focus, s'il vous plaît, sur la norme ISO 26000, elle accueille, elle abrite des normes organisationnelles dont ISO 50001 qui est le management de l'énergie. Donc quand on parle décarbonation, on est vraiment dans un contexte plus large de responsabilité sociétale des organisations, notamment des organisations ou des organismes de santé. Alors, si on se rapproche de notre thématique, faisant un lien entre énergie, climat et santé, on va commencer par l'énergie. Alors, tout est énergie. Toute la transformation de notre environnement est une question d'énergie. Il n'y a pas d'activité humaine sans énergie, d'accord ? Que ça soit l'énergie nucléaire, du chaud et du froid, de la vitesse, là, la logistique est plutôt par là. Tout ce qui est transformation de forme ou chimique, tout ça nécessite de l'énergie. Et quand aujourd'hui, dans notre époque actuelle, je ne sais pas ceux qui connaissent la BD de Blin et Jancovici, ça leur parlera. On considère qu'en France, chaque personne dépense l'énergie comme s'il avait 200 personnes qui travaillaient pour lui en permanence. C'est la parabole des esclaves. Et là, ici, vous avez la parabole de Iron Man, c'est-à-dire chaque personne, on ne s'en rend même pas compte en réalité, mais on a fait travailler tellement de machines, directement ou indirectement, qu'on consomme énormément d'énergie, 22 000 kWh par an et par personne. Et c'est bon ? Alors, toute cette énergie, quand on prend un regard un peu chronologique, on se rend compte que là où ça a vraiment explosé, c'est après la Seconde Guerre mondiale, en fait. Là, c'est mondial, hein, c'est pas français. Notre consommation d'énergie a été multipliée par 7
en 70 ans, de à peu près les années 60 à aujourd'hui. Et on se rend compte aussi que toutes les énergies sont venues s'empiler les unes sur les autres. C'est un peu contre-intuitif. On pense par exemple, parce qu'on n'en fait plus en France, que le charbon a disparu. Ce n'est pas du tout vrai au niveau mondial. D'accord ? Et le problème, quand on se rapproche de la thématique climat, c'est que encore aujourd'hui, 85% de l'énergie primaire consommée dans le monde est carbonée. D'accord ? Et qui dit carbone, suivant, dit gaz à effet de serre. Alors je ne vais pas vous la refaire parce que tout le monde sait maintenant de quoi il retourne. Donc, et après, donc le résultat de ce réchauffement et de ce gaz à effet de serre, c'est qu'on a par rapport à la période pré-industrielle une augmentation mondiale moyenne du niveau de température. On est, selon les études, aux alentours de plus 1,2, plus 1,3% par rapport à la période pré-industrielle, avec, comme vous pouvez le voir, un pic en 2023 que vous n'avez peut-être pas trop perçu parce que c'était plutôt dans les zones atlantiques nord. Mais on est à plus, selon les études, plus 1,43, 1,48 degrés. Soit dit en passant, on n'est pas loin de l'objectif des accords de Paris, qui était un objectif. Alors, dans la réalité, on dit qu'il faut essayer d'être en dessous de 2 degrés et, si possible, 1,5. Et 1,5, c'était un objectif fin de siècle, 2100. Donc on y est pratiquement. Alors, si on se rapproche de la thématique santé, on va d'abord voir dans un premier temps les impacts de ce réchauffement climatique sur la santé. Alors, j'ai pris cette infographie de Bon Pote, que vous connaissez peut-être, ce site qui est très bon. Je fais de la pub pour eux parce que Thomas Wagner est un journaliste très bien. Alors, elle est très synthétique. Il y a 7 typologies d'impact du changement climatique sur la santé. Dans cet ordre-là, donc vous avez les risques santé liés à la chaleur, d'accord ? Tout ce qui est coup de chaud, insolation, déshydratation, dont il y a eu beaucoup de morts en 2003, je ne sais pas si vous vous rappelez. Tout ce qui est indirectement détérioration de la qualité de l'air, d'accord ? Tout ce qui est, par exemple, les allergies qui se vont croissantes liées à l'augmentation des températures. Il y a un troisième impact dont on parle aussi beaucoup, qui est le contrôle des maladies infectieuses, avec le développement de certaines maladies vectorielles, avec notamment le moustique tigre dont on parle beaucoup, comme qui transporte la dengue, le chikungunya et d'autres. Quatrième typologie d'impact, la santé en travail. Alors, ça dépend évidemment de quel secteur, de quelle typologie de travail et de quelles conditions de travail. Évidemment, plus on travaille en extérieur, plus on est exposé aux risques et aux impacts, notamment dans le BTP, mais aussi en logistique, dès que vous êtes à l'extérieur. Alors, je sais bien qu'il y a de la clim dans les camions, mais on est quand même très directement impacté. Cinquième typologie d'impact santé, c'est tout ce qui est santé mentale. Là aussi, on a une croissance très forte de cette typologie d'impact, notamment auprès de la population jeune. On sait que le stress et l'éco-anxiété ont un impact direct sur la santé mentale des populations. Sixième typologie d'impact sur la santé, c'est plus indirect, vous le voyez peut-être moins, c'est la sécurité alimentaire. À travers l'accroissement des températures, vous avez un abaissement des rendements agricoles et aussi un appauvrissement de la qualité nutritionnelle de nos aliments. Et vous savez très bien quel est le lien direct entre nutrition et santé. Et pour finir, donc, un impact très concret, résilience des systèmes de santé. Alors, de tous les systèmes de santé, y compris les infrastructures de santé.
Par exemple, au risque d'inondation. Il y a eu des inondations de certains hôpitaux. Donc, on a une vidéo d'un hôpital aux États-Unis qui a été inondé. Et ça concerne indirectement pas mal la partie logistique parce qu'on sait que souvent, dans les rez-de-chaussée des structures de santé, il y a souvent la partie logistique et informatique qui est abritée. Donc, voilà, c'est la 7e catégorie d'impact. Je passe maintenant pour les impacts de la santé sur le réchauffement climatique à Agathe. Bonjour à tous et merci. Maintenant, on a beaucoup parlé de l'impact du climat sur la santé. Maintenant, on va voir un petit peu le contraire. Donc déjà, pourquoi décarboner le système de santé? Il y a 3 principales raisons. La première, c'est que le système de santé, c'est un secteur économique comme un autre. Il a sa part de responsabilité dans cette situation. Il représente à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre de la France, ce qui correspond aussi à peu près au PIB du secteur. C'est des émissions qui sont très largement indirectes, je vais revenir sur ça un peu plus tard, et c'est des émissions qui sont dues à 50% au cœur du système de santé, à savoir les médicaments et les dispositifs médicaux. La deuxième bonne raison pour décarboner le système de santé, c'est que, comme Jean l'a expliqué, il y a un cercle vicieux qui se met en place. En fait, le système de santé, par ses émissions de gaz à effet de serre et d'autres choses, dégrade l'environnement, qui en retour vient dégrader la santé. Donc il y a quelque chose de très paradoxal en fait à chercher à soigner une population aujourd'hui en contribuant à un désastre écologique qui va impacter la santé de demain, voire même déjà d'aujourd'hui. Et ça vient même en contradiction directe avec le serment d'Hippocrate que tous les médecins font, qui est le « d'abord ne pas nuire ». Et en fait, le système de santé aujourd'hui nuit de manière indirecte. Et la troisième raison, c'est que notre système de santé et toute notre économie est basée aujourd'hui sur les énergies fossiles, que sont le pétrole, le charbon et le gaz, et ces ressources sont épuisables. Schématiquement, on a un stock, plus on puise dedans, moins il en reste. Et il va arriver un moment où il n'y en aura plus assez en fait, pour maintenir nos structures telles qu'elles sont. Et du coup, il y a un vrai enjeu de soutenabilité en fait, de notre système de santé par rapport à la finitude des ressources fossiles. Merci. Alors, du coup, donc, ce que le Shift Project a fait, c'est qu'il a fait un espèce de méga bilan de gaz à effet de serre, un bilan carbone de tous les secteurs de l'économie, dont le système de santé, et il a vu en fait où se cachaient les émissions par secteur. Donc pour la santé, ça se répartit comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 50% les médicaments et les dispositifs médicaux. Ensuite, on arrive à ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, c'est-à-dire les émissions directes et indirectes, à savoir par exemple les chaudières à fioul, donc les sites de combustion sur site, les consommations d'électricité qui sont relativement faibles en France, puisque l'électricité est décarbonée en France. Ensuite vient l'alimentation, que ce soit dans les hôpitaux ou dans le secteur de l'autonomie, dans les maisons de retraite ou les résidences spécialisées. Ensuite vient le transport des usagers et des visiteurs, qui est éminemment logistique. Ensuite, les immobilisations, c'est-à-dire le matériel installé, que ce soit dans les cantines, dans les hôpitaux, dans les blocs opératoires, etc., le matériel qui y reste. Ensuite, on a les déchets. Et ensuite, on a les trajets domicile-travail et les déplacements professionnels. Et si on enlève du coup ces 50% de dispositifs médicaux et de médicaments et qu'on regarde un peu plus précisément le reste, donc ici on a un schéma en fait qui nous montre par source d'émissions et également par secteur, sous-secteur du système de santé. Donc en bleu foncé on a l'hôpital et pour l'hôpital on voit que c'est assez bien réparti, les émissions sont un petit peu à tous les niveaux. Donc on a les sources fixes et mobiles de combustion dont on parlait tout à l'heure, les chaudières à fioul par exemple. Ensuite, on a la consommation de gaz médicaux qui sont aussi très puissants, gaz à effet de serre, même si c'est des toutes petites quantités, c'est extrêmement puissant et ça compte. Le chaud, le froid, l'alimentation, les transports des usagers et des visiteurs, l'immobilisation, les trajets domicile-travail et pro, et services linge et déchets. Par opposition, en médecine de ville, c'est plutôt le transport des utilisateurs qui va prendre la grosse part. Et dans l'autonomie, c'est beaucoup le chauffage, la clim et l'alimentation des résidents qui va prendre la plus grosse part. Donc les objectifs des accords de Paris, comme Jean l'a rappelé, c'est de rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique, voire si possible en dessous des 1,5 degrés de réchauffement climatique.
Et du coup, il faut diminuer notre empreinte carbone de 80% d'ici à 2050, ce qui est évidemment considérable et un challenge énorme pour tous les secteurs de l'économie, y compris pour la santé. Donc notre empreinte carbone aujourd'hui en santé, elle représente à peu près 50 mégatonnes d'équivalent CO2. Alors ils ont rajouté un petit plus parce qu'ils ont pris en compte que la population va s'accroître d'ici à 2050, donc ils ont un petit peu augmenté ce chiffre, mais ils n'ont pas pris en compte le fait que la population va vieillir. Et ils n'ont pas pris en compte non plus le fait que le réchauffement climatique et les dégâts environnementaux vont dégrader la santé. Donc en réalité, les besoins ils seraient encore un peu plus à la hausse par rapport à ça. Et du coup, donc, les objectifs, c'est d'arriver à peu près à 10 mégatonnes d'équivalent CO2 d'ici à 2050 pour pouvoir respecter nos engagements de l'accord de Paris. Et du coup, donc, comme ils ont fait un bilan carbone assez fin dans le secteur, ils ont pu voir là où on pouvait avoir de l'impact et de l'action. Donc la première chose, c'est au niveau du chauffage et des consommations d'électricité. Donc là, typiquement, c'est remplacer les chaudières au fioul par des pompes à chaleur, c'est faire de l'isolation dans les bâtiments, voilà, ce genre de choses. Ensuite, le transport des utilisateurs et des visiteurs. Là, je ne vais pas trop en parler parce que ça sera dans la partie de Thibaut qui vient juste après moi. L'alimentation, c'est proposer des plats végétariens aux usagers, mais également aux professionnels qui y travaillent. C'est diminuer les déchets alimentaires. Pour le transport domicile-travail et le déplacement professionnel, c'est avoir des plans de mobilité pour inciter notamment les professionnels du coup, à utiliser des mobilités douces, que ce soit la marche ou le vélo ou les transports en commun. C'est également plutôt préférer le train à l'avion pour les longues distances quand ils vont en conférence par exemple. C'est aussi promouvoir le télétravail pour ceux qui le peuvent, notamment les administratifs. Ensuite, au niveau des déchets, il y a un sujet autour du dasserie. Il y a beaucoup de déchets qui sont mis au dasserie qui ne devraient pas l'être. Or, c'est un traitement qui est beaucoup plus lourd au niveau environnemental que de la poubelle classique. Donc ça, voilà, c'est tout ce qui est sur un peu l'accompagnement du système de santé. Et ensuite, on touche un peu au lourd et au cœur du système, à savoir le médicament et le dispositif médical. Alors là, il y a 3 pôles sur lesquels on peut travailler. Le premier, c'est la logistique. Donc ça, pareil, je ne m'étale pas trop, c'est Thibaut qui va vous en parler. Mais ça passe notamment quand même par des politiques d'achat, en essayant d'être responsable au niveau de ses achats, de choisir ses fournisseurs, etc. La deuxième chose possible au niveau des médicaments et des dispositifs médicaux, c'est de travailler au niveau de l'industrie. Donc relocaliser les industries en France ou au moins en Europe, parce qu'on sait que les normes environnementales sont meilleures ici qu'à l'autre bout du monde. Et ça raccourcit les chaînes logistiques et ça fait des plus courts transports pour amener le produit jusqu'à l'utilisateur. Et le troisième pôle d'action pour réduire l'impact du médicament et des dispositifs médicaux, c'est de repenser un petit peu la prescription, d'une moindre prescription. Il y a beaucoup de choses qui sont prescrites à tort aujourd'hui. Et puis de faire, parfois il existe en fait, d'autres solutions qui sont tout aussi bien d'un point de vue médical et qui sont beaucoup moins impactantes du point de vue de l'environnement. Petit exemple, les inhalateurs pour les asthmatiques, parfois c'est des petites bonbonnes de gaz qui contiennent le produit. Ça, c'est sous pression, c'est un process industriel assez lourd, c'est un gaz à effet de serre à l'intérieur. Il existe des inhalateurs à base de poudre, c'est juste du plastique et de la poudre, et en fait c'est la respiration de la personne qui va venir déposer le produit, et c'est tout aussi efficace. Exemple. Attendez, juste. Donc là, avec toutes les mesures que je viens de vous dire, on arrive à une diminution de moins 70%. Donc on n'est pas encore aux 80% des objectifs. Mais ils ont vraiment été jusqu'au bout en fait, de tout ce qu'ils pouvaient faire à tous ces niveaux, sans toucher à l'offre de soins. En fait, on ne peut pas faire mieux que ça, entre guillemets. Et du coup, pour les 10% restants, la solution, c'est de diminuer la demande de soins. Donc là, je vous le présente comme le petit truc sympa à la fin qui permet d'obtenir les 10%, mais en réalité, ça pourrait être l'objectif en soi, d'avoir une population en meilleure santé qui a moins besoin de soins, qui est moins malade. Et du coup, ça demande ça par contre un changement culturel total du système de santé, mais même voire de la population de manière générale, où on sort d'un système qui est basé sur le soin et la maladie pour aller vers un système qui est basé sur la santé, la promotion de la santé et la prévention des maladies. Donc c'est un changement de paradigme, on n'y est pas, mais c'est l'idée. Et en fait, la population aurait largement à y gagner en fait, dans ce changement de paradigme. En fait, il faut voir que plus on dégrade l'environnement, plus on dégrade notre santé. Et inversement, si on arrive à avoir des meilleures conditions de vie, moins de sédentarité, qui donne du coup moins d'obésité, moins de diabète, moins de cholestérol, etc., on pourra être en meilleure santé.
Donc là, c'est l'exemple typiquement des co-bénéfices. En fait, c'est des choses qui sont bonnes à la fois pour la santé et pour l'environnement. Donc là, c'est 4 exemples, mais il en existe plein d'autres. Donc par exemple, moins de viande, donc évidemment, ça va être moins impactant sur l'environnement, mais c'est aussi moins de cancer au niveau du côlon. Moins de sédentarité, c'est moins de voitures, donc c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi très bon pour la santé. Moins de médicaments, automédication ou pas d'ailleurs, eh bien, c'est moins d'effets indésirables et ça diminue évidemment les impacts sur l'environnement. On peut penser aux antibiotiques aussi qui sont très très utilisés, qui finissent dans l'environnement et qui vont aussi créer des problèmes de santé. Et moins de climatisation, eh bien, ça va diminuer aussi les gaz à effet de serre et ça va diminuer les risques de diffusion des virus. Voilà, c'est quelques exemples de co-bénéfices, voilà comment on appelle ça, des choses qui vont dans le même sens, environnement et santé. Et voilà, j'ai terminé ma partie, je passe la main à Thibaut qui va vous parler de la logistique. Merci Agathe. À vous Thibaut. Bonjour à tous, merci pour votre écoute jusqu'ici. C'est une association qui parle de transport et de logistique. On voulait faire un petit scope sur les émissions de ce secteur-là dans le cadre de la décarbonation du secteur. Vous êtes là pour ça, c'est vous les spécialistes. On propose juste un petit panorama de différents exemples d'actions de décarbonation que vous pouvez mener. L'idée, c'est de commencer à engendrer la discussion et ensuite de pouvoir passer sur la partie questions-réponses. On essaiera de répondre à vos interrogations. Je vais m'attarder sur quelques secteurs qui sont les principaux émetteurs et sur lesquels c'est le plus facile d'aller agir assez rapidement. Le premier secteur que je vais vous présenter tout de suite, c'est la partie transport de matière, le transport logistique, tout ce qui est transport du linge, de la cuisine, etc. On discutera très rapidement ensuite sur la partie transport sanitaire, qui a forcément également sa place dans les émissions du secteur. Mais il y a une conférence qui traitera de ça juste après, donc je ne m'attarderai pas forcément trop sur ce point-là. On parlera aussi traitement des déchets, puisqu'on l'a vu dans l'infographie qui a été présentée par Agathe. C'est quelque chose qui va aussi avoir son impact dans la décarbonation du secteur. Et finalement, je ferai un petit focus sur les différentes fonctions logistiques support, qui elles aussi peuvent être au cœur de la démarche de décarbonation de l'hôpital. J'embraye tout de suite sur la partie transport logistique, avec la présentation d'un petit changement de paradigme qu'on est en train de voir aujourd'hui, où on est sur un modèle actuel encore qui est le plus fréquent, où les différents hôpitaux, malgré les dynamiques territoriales, malgré les dynamiques GHT, sont encore fournis directement. Ok, ça marche, merci. Sont encore fournis directement par les transporteurs qui sont engagés par les fournisseurs. Et on le voit tout de suite à la multiplication de ces flèches oranges, ça engendre un certain nombre de flux de transport qui sont aujourd'hui entre les mains des transporteurs. L'hôpital n'a pas vraiment la main sur le transport de ces matières dans la plupart des cas. Si on passe à la slide suivante, on voit qu'il y a quand même un changement de paradigme. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, les agences régionales de santé, etc., poussent vers un changement de modèle, une territorialisation de la logistique, et notamment avec l'apparition de plus en plus fréquente de plateformes régionales, de plateformes territoriales qui servent de relais entre les fournisseurs et les différents établissements de santé. Comment ça se matérialise sur le plan de la décarbonation du secteur de la santé et de sa logistique de transport de matière? C'est assez simple, c'est que finalement les fournisseurs transportent directement leurs produits vers la plateforme logistique régionale ou territoriale, et c'est ensuite un transport qui est réinternalisé dans la fonction hospitalière, et finalement l'hôpital récupère la main sur ces transports-là et récupère le pouvoir d'aller décarboner cette action de transport. Donc on est sur cette dynamique qui est, on va pas se mentir, qui n'est pas du tout une dynamique environnementale à l'origine, qui est vraiment une dynamique de résilience du système de la santé, avec un besoin de lutter contre les ruptures de stock, un besoin de réinternaliser un certain nombre d'enjeux financiers, mais qui va permettre finalement à l'hôpital de reprendre la main sur ces transports et d'avoir la possibilité de décarboner ces transports-là. Si on passe à la slide suivante, ça se matérialise par 2 points principaux, la décarbonation de ces transports de matière. C'est un petit peu comme dans tous les enjeux environnementaux, il y a l'usage finalement, comment on peut être un petit peu plus sobre dans notre usage des ressources, et après il y a plutôt l'impact technologique, comment la technologie peut nous aider à finalement conserver un certain confort, mais pour autant être moins impactant sur le secteur de la santé. On va essayer de traiter très rapidement ces 2 sujets. Le premier sujet, c'est la remise en question de l'utilité de chaque trajet, et ça c'est un petit peu la base, c'est
avant de faire partir un camion, est-ce que j'ai réellement besoin de faire partir ce camion? Est-ce que je ne peux pas le remplir plus, etc. Donc si on passe juste à la slide suivante, je vous ai mis un exemple qui est volontairement très caricatural, mais aujourd'hui, dans la majorité des plateformes logistiques, les différentes fonctions support, la blanchisserie, la cuisine, la pharmacie, le magasin, etc., ont leur propre quai logistique et donc ont leur propre camion. Ce qui veut dire que vous allez finalement avoir peu de mutualisation des flux et un nombre important de trajets vers les établissements qui sont les clients finaux. On pourrait commencer à réfléchir à des projets où on mutualise finalement le flux de linge et le flux du magasin, par exemple. Dans un même camion, on optimise le remplissage du camion, on fait moins de trajets, donc forcément on a aussi un gain économique, mais également un gain environnemental. Bon, ça, c'est très caricatural. Il y a déjà beaucoup d'établissements qui se posent ces questions-là. Il y a d'autres leviers de réduction du nombre de trajets. La diminution des retours à vide. Donc, par exemple, lorsqu'on vient de livrer un établissement, on peut récupérer les chariots vides, on peut récupérer potentiellement des bennes de déchets si elles sont suffisamment bien isolées, etc., pour les ramener sur le site de traitement et éviter la multiplication de ces transports-là. On peut également envisager des tournées de distribution plutôt à l'échelle territoriale plutôt que des allers-retours vers les établissements. Si jamais on a des établissements qui sont proches, on peut commencer à envisager de mutualiser ces tournées de livraison. Donc ça, c'est pour la partie réduction du nombre de trajets. Maintenant, on n'est pas dupe, on sait que l'hôpital a besoin de matière pour travailler, on a besoin de produits de santé, on a besoin de produits généraux, d'alimentation, etc. Et donc, on aura toujours un certain nombre de trajets qui vont rester, qui vont être nécessaires pour la vie de l'hôpital. Et donc, on va aussi se poser la question de comment décarboner ces différents trajets. Et pour ça, l'une des clés, c'est d'être capable de diversifier ces flottes de transport. C'est-à-dire qu'il va falloir cumuler dans une même flotte de transport un certain nombre de modalités de transport. Les véhicules électriques en font partie, on en parle beaucoup. Pour la partie logistique un peu lourde, ça va plutôt être des biocarburants, puisque les véhicules électriques lourds, c'est encore un petit peu compliqué. Mais les biocarburants, c'est vraiment une alternative qui existe et qui est également décarbonée. Vous avez les véhicules à hydrogène aussi, dont on parle beaucoup. Mais ce qui est important, c'est vraiment de diversifier cette flotte de moyens de transport et à chaque fois qu'on met en place un nouveau flux ou qu'on réinterroge un flux, de se poser la question, quel est le moyen de transport de ma flotte le plus adapté pour que ce flux arrive à destination en bon état, qu'on n'ait pas de problème de batterie vide au milieu du trajet, mais également qu'on ait le moins d'impact possible en termes de gaz à effet de serre. Sur la partie transport sanitaire, je vous fais juste un petit teasing finalement de la conférence qui traitera spécifiquement de ce sujet. Il faut simplement comprendre que le transport sanitaire, c'est un secteur qui est en forte croissance. En 2003, on avait environ 2,3 milliards d'euros de dépenses sur le transport sanitaire. En 2023, on est à plus de 5,8 milliards. Donc on a plus de doublé ces dépenses-là. Alors forcément, il y a une petite partie qui est liée à l'inflation, mais c'est surtout une augmentation d'activité qui a été constatée sur ce secteur-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on pousse le virage ambulatoire, on essaye de diminuer l'hospitalisation complète des patients, donc les nuits à l'hôpital. Mais ça veut dire qu'il faut faire des allers-retours à l'hôpital pour sa prise en charge. On a une population qui est vieillissante, donc qui a de plus en plus besoin de soins, qui a de plus en plus besoin d'aller à l'hôpital, d'aller en médecine de ville. Et enfin, on a une augmentation de la prévalence des affections longue durée, des maladies chroniques, qui nécessitent un certain nombre d'allers-retours à l'hôpital, mais pour des patients pour lesquels on va quand même privilégier qui restent à leur domicile, puisque ça améliore quand même leur qualité de vie. Et donc, on a finalement une augmentation, et qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui, puisque ces trois éléments sont encore largement au cœur de l'actualité. Et donc, on a vraiment une augmentation des recours au transport sanitaire. Donc, forcément, se pose la question, de nouveau, de comment décarboner ce secteur-là, qui est quand même vital pour la vie des établissements et pour la vie des patients. Et donc, pour ça, on a de nouveau deux leviers de décarbonation. On a la réduction du nombre de transports, du nombre de trajets. Pour ça, il y a le transport partagé qui est forcément un sujet brûlant d'actualité, où l'idée est que dans la mesure du possible, on fasse un trajet pour transporter plusieurs patients à l'hôpital plutôt que plusieurs trajets. Et enfin, la montée en puissance du poids des critères environnementaux dans l'analyse des offres des transporteurs, puisqu'on sait qu'une majorité des transports sanitaires est aujourd'hui privatisée. Et ça, c'est une obligation légale aujourd'hui d'avoir des critères RSE dans le choix de prestataires pour les marchés publics. Mais on peut
à l'échelle des établissements, donner un poids de plus en plus important à ces critères environnementaux et privilégier par exemple des transporteurs qui ont travaillé la décarbonation de leur flotte de transport. J'en ai fini pour la partie transport. Je voulais faire un petit brief également sur la partie gestion des déchets, puisque c'est peut-être des choses qui vous parlent. Agathe l'a présenté, la gestion des déchets, c'est pas du tout anodin aujourd'hui dans les émissions du secteur de la santé. Chaque personnel de l'hôpital a un impact à jouer sur la gestion des déchets. La première, la plus évidente solution pour l'impact environnemental des déchets, c'est simplement de diminuer la quantité de déchets. Et pour ça, on le dit toujours, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. On peut rationaliser les quantités consommées et privilégier également des produits qui ont un packaging un peu plus sobre, qui vont générer un peu moins de déchets. Je voulais mettre ici l'exemple d'un article que j'ai pu lire sur le CH d'Auxerre, où il y a eu une mise en place d'un étiquetage très ludique au sein du bloc opératoire. Alors vous allez avoir du mal à le voir, il est un petit peu flou, mais globalement, on affiche sur les étiquettes dans le bloc opératoire les éléments vitaux de la bonne gestion logistique des blocs opératoires, donc le nom du produit, sa référence dans les différents logiciels de gestion, etc. Mais on va également faire apparaître d'autres informations comme le prix de ce produit-là, le prix unitaire de ce produit, mais également la quantité de déchets que va générer son utilisation et des éléments également sur la valorisation de ces déchets. L'idée est qu'au moment de préparer son chariot d'intervention, les différents soignants ils puissent avoir une idée de l'impact environnemental que va avoir l'intervention qu'ils sont en train de préparer, et pour les produits pour lesquels ils ont des alternatives, de choisir les alternatives qui sont potentiellement les moins émettrices en carbone. Cette étude, ils ont suivi 3 interventions pilotes sur lesquelles ils ont réussi à déjà réduire les coûts matériels des interventions. On sait que c'est également le nerf de la guerre. Les coûts de ces interventions ont diminué d'entre 33 et 48% selon les interventions. Donc c'est quand même énorme en termes de coûts matériels. Des fois, on parle de plusieurs milliers d'euros pour une intervention. Et également le poids de déchets générés, puisque ça a diminué d'entre 16 et 33%. Finalement, une simple opération d'étiquetage et de sensibilisation des acteurs permet déjà d'avoir un premier levier de décarbonation qui est assez rapidement mis en place et qui peut être suivi de manière assez simple, simplement en suivant les coûts d'intervention et en pesant les déchets. Après, vous le savez bien, on peut également mettre en place un certain nombre d'opérations de tri sélectif, à la fois à la source dans les services de soins, ce qui est souvent assez mis en place, mais également dans l'ensemble des services supports qui sont également énormément producteurs de déchets. Je pense notamment à tous les cartons qui sont pris en charge par les services logistiques. Le dernier point là-dessus, c'est également que pour ce qui est dispositifs médicaux qui pourraient atteindre leur date de péremption, il y a aussi un certain nombre d'établissements qui font le choix de mettre en place des ressourceries au sein des services de soins, c'est-à-dire des bandages finalement qui sont périmés. C'est quand même des choses qui peuvent être utilisées dans le cadre de la vie privée des agents, et donc on met ça en place dans des ressourceries et les agents peuvent venir se servir dans ces ressourceries pour s'en servir dans leur vie privée. Ça évite qu'on jette des dispositifs qui sont encore largement utilisables mais qui ne peuvent plus être utilisés par l'établissement en lui-même. La dernière chose là-dessus, c'est les dasseries. On en avait parlé très rapidement. Depuis très longtemps, le paradigme un peu principal sur les dasseries, c'est de se dire, je suis en intervention chirurgicale par exemple, je suis sous pression, il faut que je fasse mon choix entre est-ce que mon déchet est à risque infectieux ou est-ce qu'il est assimilable aux ordures ménagères. Dans le doute, je le mets dans la poubelle jaune parce que je suis trop sous pression pour me poser la question et que comme ça, je sais que je ne prends aucun risque infectieux. Or, le traitement des dasseries, c'est simplement une catastrophe écologique, ça prend énormément d'énergie, ça génère énormément de pollution, et donc on a aussi une action de sensibilisation à faire. On peut plus se permettre ce réflexe de je mets aux dasseries parce que j'ai un doute. Il faut vraiment réussir à se poser les questions. Et par ailleurs, le traitement des dasseries qui subsisteront, puisqu'il en subsistera toujours, peut également bénéficier d'un certain nombre de technologies comme les banaliseurs dont je pense qu'il y a un exemple dans les conférences à suivre. Enfin, et je terminerai là-dessus, le dernier facteur d'émission dont je voulais parler sur la partie logistique hospitalière, c'est les services supports. Les services supports qui sont vitaux pour les différents établissements de santé et qui peuvent faire l'objet d'un certain nombre d'actions de décarbonation, de réorganisation pour tendre vers le système de santé à moins 80% dont on a parlé jusqu'ici. Donc je voulais juste vous mettre quelques exemples d'actions que vous pouvez mener au sein de vos établissements. Dans la blanchisserie, alors c'est une action qui
qui est très contraignante et qui demande voilà, un certain nombre d'investissements. Mais il y a par exemple le passage au processus du tout séché. C'est le choix qu'a fait le CHU de Poitiers, et les économies à la fois d'énergie et les réductions des émissions de gaz à effet de serre ont été colossales, avec une diminution de 30% des besoins en gaz à isoactivité. Sur la cuisine, Agathe l'a dit, on prévoit une option végétarienne tout simplement pour les patients et pour les personnels des établissements de santé. C'est normalement obligatoire et on sait aujourd'hui que ce n'est pas encore répandu dans la totalité des établissements. La cuisine végétarienne vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle est largement moins émettrice sur le plan du carbone, et on le verra juste après. Elle met aussi en avant un certain nombre de co-bénéfices. Et enfin, sur le dernier exemple que je voulais vous donner, sur la pharmacie et la stérilisation, c'est également de mettre en place des études pour savoir si aujourd'hui les dispositifs médicaux à usage unique qu'on utilise ne peuvent pas être remplacés par des produits qui sont restérilisables. La réponse n'est pas forcément évidente dans la totalité des cas. Il y a certains cas où l'usage unique est meilleur pour l'environnement que le restérilisable, parce qu'on le sait, les processus de stérilisation sont largement gourmands en énergie, mais des études peuvent être mises en place pour justement faire l'analyse de l'impact environnemental de ces deux substituts et de choisir celui qui est le plus bénéfique pour l'environnement. Je conclurai simplement en disant que, contrairement à certaines idées reçues, les différentes solutions que je vous ai présentées jusqu'ici ne veulent pas forcément dire faire des sacrifices sur les plans économiques, sur le plan qualité de vie au travail, etc. On a la plupart de ces initiatives qui présentent beaucoup de co-bénéfices, à la fois pour la santé des patients, à la fois pour la qualité de vie au travail. Je prends juste l'exemple du tout séché, où finalement on se dit bon, on va gagner de l'énergie, c'est super, mais en fait on change complètement la typologie de linge qu'on utilise, et on se rend compte que dans les services de soins, ce linge est beaucoup plus pratique pour les soignants, et que donc finalement il améliore leur qualité de vie au travail et leur efficience, et c'est tous ces co-bénéfices-là qu'il faut garder en tête quand on analyse les différentes actions qu'on peut mettre en place pour décarboner le secteur. Donc finalement, à chaque fois que vous avez une réorganisation à mettre en place, etc., on doit prendre ce réflexe de se dire quel impact sur l'environnement, est-ce que je n'ai pas un substitut, est-ce que je n'ai pas une autre alternative qui me permet d'impacter un petit peu moins l'environnement et d'être un petit peu plus positif dans la démarche de décarbonation du secteur de la santé. En conclusion, peut-être, Jean, je te laisse reprendre la main. Vous ne l'aviez pas préparé. Non, je pense qu'on peut passer directement aux questions-réponses si vous en avez. Eh ben, un grand merci à tous les trois. Je vous propose de les applaudir. Alors, juste, j'ouvre une parenthèse, parce que ça ne m'avait pas autant sauté aux yeux quand on avait préparé votre intervention et ce programme, mais je pense que vous devrez vraiment vous inspirer des travaux qu'on fait ici, parce qu'il y a beaucoup d'exemples que vous avez cités qui font écho à des projets qui ont été présentés et qui vont être présentés, et je pense que ça pourrait vous nourrir aussi quand vous allez dans d'autres instances ou dans d'autres congrès. Top, voilà, c'est une parenthèse fermée, mais je pense que l'intelligence collective, c'est mon grand credo, donc voilà, j'ai fait ma pub. Tout ça pour dire qu'un grand merci à toutes et à tous. J'ai pas forcément beaucoup de questions sur Slido, peut-être que ça viendra, peut-être que je vous donnerai la parole. Par contre, j'aurais quand même une question à vous poser. J'ai énormément de respect pour le Shift Project et les travaux que vous menez, mais Agathe, c'est un truc que vous avez dit qui m'a interpellé, c'était notamment le lien avec le serment d'Hippocrate. Quand vous avez dit, finalement, si on regarde, le système de santé nuit indirectement pour des raisons très claires, mais vous dites ça à des gens qui œuvrent au quotidien pour justement le bien-être du patient, indirectement, mais c'est ce qu'ils font. Et en fait, c'est pas un manque de volonté, je pense, c'est plus un manque de moyens. Et est-ce que du coup, comment on fait pour sortir de la logique culpabilisante, du discours culpabilisant, et est-ce que les leviers seraient pas ailleurs peut-être Oui, non, bien sûr, le but, c'était pas du tout de culpabiliser Non, qui que ce soit. Donc, non, bien sûr, bien sûr. Et puis, même, en fait, pendant tout le XXe siècle, ça a été dans ce sens-là, c'est-à-dire que plus de technologie a amené à une meilleure santé. Donc, en fait, c'est le paradigme du XXe siècle qui a fonctionné au XXe siècle, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui. C'était ça le message, en fait. Et c'était une invitation à repenser certaines choses et certaines pratiques. On l'a compris comme ça, mais je vais bien faire mon côté un peu provocateur. Mais parce que les questions que j'ai, c'est par exemple, comment acheter en prenant en compte l'aspect transition énergétique avec les carcans imposés par les marchés publics, même si ça évolue. Sur les plateformes, comment on fait quand il n'y a aucun lien entre les différents établissements? J'ai acheté ARS. Comment est-ce qu'on fait dans un contexte de retour à l'équilibre des établissements? Enfin, vous comprenez qu'en fait, c'est pas un manque de volonté, encore une fois, c'est un manque de moyens. Je peux prendre une partie de cette question. Dans les travaux du Shift Project, il y a aussi quelque chose qui est recommandé, c'est pour les industriels de publier le bilan carbone des produits qu'ils mettent sur le marché.
que ça devienne obligatoire et que du coup les acheteurs puissent acheter en connaissance de cause et faire leur choix en fonction du côté financier, mais également en fonction de l'impact environnemental. Je rebondis là-dessus. À une des dernières conférences à laquelle j'ai assisté aux journées achats logistiques du RESA, il y a un éco-score finalement des produits de santé qui est en cours de conception. Alors ça va forcément prendre son temps, mais qui est un petit peu comparable au score nutritif des différents aliments qu'on peut manger et qui permet également aux consommateurs, donc forcément le patient quand il achète ses médicaments, etc. en pharmacie, mais également l'ensemble des acheteurs hospitaliers lorsqu'ils passent les marchés. Donc c'est quelque chose qui va forcément être de plus en plus transparent. En tout cas, c'est ce que pousse la juridiction. Donc là-dessus, on espère que ça s'améliore d'année en année. Pour ce qui est des plateformes, etc., je me rends bien compte que le schéma présenté, il est un petit peu caricatural, il est un petit peu provocateur et c'est bien ce que je souhaitais faire. Mais aujourd'hui, ça interpelle forcément quand on se rend compte qu'une même plateforme approvisionne plusieurs établissements et que pour autant, il n'y a pas forcément de communication mise en place, de fonctions logistiques finalement régionalisées qui ont été mises en place. Et c'est des choses que l'on peut pousser au quotidien et vers lesquelles les juridictions vont également pousser dans les années à venir probablement. Je voudrais juste faire un complément d'info sur l'information, les règlements. Pour donner un éclairage positif, l'étude que Agathe a montrée repose sur des éléments qui sont remontés en 2021. Et il y avait sur la partie justement médicaments un taux d'incertitude, on appelle ça un taux d'incertitude de 20% parce que justement l'industrie pharmaceutique n'avait pas une transparence énorme sur le sujet empreinte carbone. Et le chiffre va ressortir la même étude mais réactualisée avec une bien meilleure certitude parce que l'industrie pharmaceutique a compris que de toute façon le mouvement était en marche et tout le monde va dans ce sens-là quand même. C'est pas, on peut avoir l'impression d'être corseté par des réglementations qui ne vont pas dans le bon sens, mais il y a un moment où tout va se mettre ensemble, du moins on le croit au Shift Project, pour aller vers une meilleure efficience. Ouais, on sent que les choses avancent quand même. Oui, même si ça ne va pas assez vite, voilà. Ça bouge partout. Et heureusement, sinon, ce serait démoralisant. Mais du coup, des questions assez précises. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de flottes de poids lourds qui fonctionnent au biogaz? Alors, plutôt Thibaut. Alors, j'en connais pas dans le domaine hospitalier, mais c'est largement des choses qui sont mises en place dans l'industrie. Je n'ai pas d'exemple non plus, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'industriels qui mettent en avant ces démarches-là. On avait eu une présentation de La Poste aussi qui met en place une décarbonation de toute sa flotte de transport, notamment pour les colis, etc. Alors, lorsqu'on fait justement des transports de colis vers des plateformes régionales de redistribution aux particuliers, on parle de poids lourds et on parle également de décarbonation de ces poids lourds. Donc, c'est effectivement des choses qui existent et qui vont devoir atteindre le secteur de la santé. On espère simplement que le secteur de la santé n'aura pas forcément le retard sur ces innovations technologiques qu'il a pu avoir sur d'autres innovations. Et du coup, quelqu'un demande, est-ce qu'il existe des aides publiques permettant de subventionner des projets liés à l'écologie et à l'énergie? Alors, des instances comme l'ADEME ou des aides gouvernementales appliquées au secteur de la santé? Il existe des aides au niveau du Green Deal européen et de la France dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. Maintenant, moi, je ne suis pas suffisamment expert du secteur de la santé pour savoir quelles sont les aides dédiées, mais je vous engage à regarder sur le portail France Stratégie pour voir le détail des aides. Je rebondirai juste simplement là-dessus. Il me semble que l'ANAP, notamment, est en train de monter une stratégie. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été communiqué au grand public ou pas, mais justement sur fouiller l'ensemble de ces incitations financières, de ces aides financières qu'on peut avoir pour accompagner les établissements dans le financement de leurs initiatives bas carbone. Donc ça, j'ai bien en tête qu'il y aura des accompagnements qui seront proposés pour aller dans ce sens-là. Il existe beaucoup d'incitations financières, mais c'est un petit peu fouillé et c'est difficile de s'y retrouver. Donc j'ai bien en tête que l'ANAP notamment est en train de travailler
pour communiquer auprès des établissements sur ces différents points. Alors, l'ANAP est un partenaire de longue date, on va avoir certaines interventions de leur part, et notamment sur la décarbonation du transport sanitaire. Mais ça fait un teasing, c'est parfait. Peut-être pour changer, je vous repropose un tour de salle. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer directement par micro? Alors, oui, on vous apporte un micro tout de suite. Grand merci Colette. Levez la main encore pour bien qu'elle vous voit. Voilà, super. Alors, si ça vous va, juste petite règle, présentez-vous, qu'on sache voilà, qui vous êtes et de quel établissement vous représentez ou quelle structure. Bonjour. Bonjour, donc du coup d'Orient, Espagne, Primum non nocere, j'interviens juste après. Petite question donc sur l'estimation des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé. Du coup, moi, alors c'est peut-être une question bête, mais j'aurais aimé savoir comment a été calculé ça et comment vous arrivez à 20% d'incertitude en sachant qu'il n'y a pas tous les établissements de santé qui ont fait leur bilan carbone et notamment la réglementation vient d'évoluer. Et donc, précédemment, c'était justement les anciens Scope 1, 2, et donc notamment les émissions indirectes qui n'étaient pas comptabilisées. Et du coup, voilà, je voulais savoir comment vous avez fait. Merci. Oui, donc effectivement, ce qui est obligatoire au niveau des établissements, c'est le scope 1 et le scope 2. Or, pour la santé, c'est 85% du scope 3 qui n'est pas obligatoire. Donc, ce que le Shift Project avait fait initialement en 2021, c'était qu'ils avaient fait remonter les données financières, en fait, du prix des médicaments notamment, et avec un coefficient un petit peu fourre-tout, entre guillemets, ils avaient estimé comme ça l'empreinte des médicaments et des dispositifs médicaux et inversement avec des données descendantes de l'industrie notamment mais qui étaient très très vagues, il y avait cette estimation. Mais comme Jean l'a dit, c'est des travaux qui ont été refaits depuis avec une marge d'erreur beaucoup plus faible. Si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, je précise que dans l'étude, le taux d'incertitude de 20% ne s'applique qu'au premier poste d'émission qui sont les médicaments. Il y avait des taux d'incertitude beaucoup plus précis. Et comme on n'avait pas suffisamment d'informations et de facteurs d'émission dans les bases pour décortiquer la partie médicaments, du coup, le Shift Project a pris un facteur uniquement financier. D'accord ? C'est pour ça qu'il y avait un coefficient d'incertitude assez élevé. Mais c'est que la partie médicaments. Du coup, juste, c'est intéressant, on me dit que concernant par exemple la question des aides, effectivement, il y a les aides ANAP, mais aussi des aides régionales et de l'ADEME. Voilà, comme ça l'information est transmise. Sur la question transport, visiblement, le CHU de Montpellier me dit qu'il existe une flotte de poids lourds qui fonctionne au B100, au colza, qui permet moins 60% de CO2. Et visiblement, il existe aussi des nouveaux tracteurs électriques qui sont sur le marché qui permettent le transport de marchandises plus responsable pour des tournées à l'échelle régionale. Voilà, l'information est passée. Et du coup, j'avais une question aussi. En France, enfin, on voit que le système de santé émet des gaz à effet de serre, mais qu'en est-il de la prévention? C'est-à-dire que si on avait moins de personnes en situation qui nécessitent des soins, on aurait moins d'actes, enfin moins d'activités des établissements de santé, donc moins de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites aussi là-dessus? Plutôt la source plutôt que les conséquences? Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est très très complexe et en fait c'est un problème qui dépasse le système de santé en réalité. C'est un problème au niveau du pays tout entier et de la société tout entière. On peut penser au stress au travail, on peut penser à la sédentarité, on peut penser à tous ces genres de choses qui dépassent très largement en fait le système de santé. Donc c'est difficile d'agir sur la partie prévention. Prévention plus stricte, oui, alors c'est toujours un peu pareil, il y a les dépistages pour les maladies graves qui sont soignables, il y a la vaccination, il y a ce genre de choses qui vont éviter de tomber malade, mais là c'est vraiment de la prévention et ce dont je vous parlais juste avant c'est plutôt la promotion de la santé qui est un concept beaucoup plus large. Merci. Autre prise de parole depuis la salle? Juste une précision sur ce point-là. Il existe évidemment pour le traitement et la prévention des campagnes nationales, on pense souvent au cancer colorectal. Actuellement, il y a une campagne sur la prévention des risques cardiaques. Mais ce que dit le Shift Project dans la partie finale, c'est que pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, ça va être une prévention globale. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que les déterminants de santé, ce qu'on appelle les déterminants de santé, ils sont que 15% sur le système de soins. D'accord ? Et 85%, ce sont ce qu'on appelle des déterminants sociaux ou sociétaux. L'éducation, l'accès à l'information, la sédentarité. Et tout ça, ça doit faire l'objet d'une sensibilisation, d'une information. Et là, c'est vraiment un changement culturel par rapport à notre système actuel. Il y avait une prise de parole de public. Oui, bonjour, Cyprien Huette, directeur de la transition écologique au CHU de Toulouse.
Vous avez beaucoup parlé, parce qu'on voit par rapport à votre présentation que finalement les marges de manœuvre aujourd'hui, elles sont essentiellement concentrées sur les médicaments et les DM. On aura beau mener des plans d'action très ambitieux sur nos fonctions logistiques et de politique hôtelière, les leviers sont quand même relativement limités. Et sur la partie DM et médicaments, vous avez beaucoup parlé de prévention, mais on parle assez peu, je trouve, aujourd'hui, de justement de la prescription qui a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'une prise en charge d'une pathologie X, si on compare aujourd'hui un parcours de soins de 2024 avec un parcours de soins de 2020 ou même de 2015, finalement le nombre de médicaments qu'on a prescrits a fortement augmenté, le nombre d'examens a fortement augmenté, et on remarque que c'est vraiment ceinture et bretelle parmi les professionnels de santé sur le nombre d'examens à réaliser, le nombre de consultations, etc. Est-ce qu'aujourd'hui les sociétés savantes, je parle surtout forcément à vous Madame Vasseur, pharmacienne, est-ce qu'aujourd'hui les sociétés savantes au niveau national, médical ou pharmaceutique se saisissent de cet enjeu en disant certes il y a effectivement un enjeu de santé pour les populations, mais aujourd'hui l'impact carbone de notre prise en charge est aussi important presque que l'impact thérapeutique de la prescription qu'on va réaliser. Oui, tout à fait. Donc ça commence effectivement à infiltrer dans les milieux médecins, pharmacie, etc. D'autant que l'assurance maladie pousse aussi à réduire les coûts et que finalement ça va ensemble. L'assurance maladie demande aussi de diminuer justement les examens inutiles au niveau du diagnostic, de réduire les prescriptions parce que c'est de l'argent que l'assurance doit débourser pour rembourser. Donc il y a une prise de conscience et il y a un mouvement en ce sens, très clairement. Et à nouveau, chacun doit prendre sa part à ça, donc tous les secteurs de l'économie et à l'intérieur de tous les secteurs d'économie, chaque acteur. Donc, oui, bien sûr, mais vous avez raison de dire que c'est sur le médicament et le DM que ça se joue principalement. Je vais faire un complément, un petit bémol par rapport à ce que dit Agathe. Moi, je suis en contact avec l'URPS Occitanie et je travaille un peu avec eux sur des problématiques RSE. Et je constate quand même que c'est quand même très minoritaire pour l'instant. Il y a une prise de conscience, mais je pense pas. Je parle plus des médecins libéraux là, que des structures hospitalières, qui a une vraie conscience à la prescription pour l'instant. Vous avez mentionné l'ANAP, je pense que l'ANAP souhaite réagir. Oui, bonjour, juste 2 ou 3 remarques. Le premier sur le sujet de la prévention. La France est très en retard sur ce sujet-là. Je vous invite à lire un formidable rapport qui date de 2008, qui s'appelle le rapport Flageolet, qui vraiment traite le sujet de la prévention. Et effectivement, en France, c'est un champ aujourd'hui qui n'est pas suffisamment investigué et qui nous permettrait de répondre justement, en tout cas, aux enjeux climatiques, puisque globalement, c'est ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. Si on évite le soin, on favorise fortement ces éléments-là. Deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, les sujets des biocarburants. Je vous invite à aller sur le stand de l'ANAP. On a fait un panorama sur les carburants alternatifs. Donc on a analysé tous les carburants et puis on donne tous les éléments sur les réductions justement du carbone. Et puis sur le sujet du transport sanitaire, on en parlera cet après-midi, puisque effectivement c'est un champ d'investigation. Et vous avez tout à fait raison de dire que le volume de transport ne va pas décroître dans les années qui viennent. Il y a un rapport de l'OMS qui vient de sortir et qui met en perspective, d'ici 2017 au niveau mondial, plus 77% de cancers au niveau mondial. Il y a plein de questions, hein, c'est top. J'aurais pas capacité à toutes les prendre, mais j'essaie d'en sélectionner un peu sur tous les thèmes. Thibaut, vous avez parlé du dispositif Tout Séché. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, je peux essayer de vous en dire un petit peu plus. Ce n'est pas forcément le cœur de mon expertise, mais je vais quand même essayer. Globalement, aujourd'hui, dans les processus de blanchisserie classique, vous fonctionnez encore beaucoup avec du linge plat, donc du linge je ne vais pas vous définir le linge plat, vous le connaissez très bien. Le processus tout séché consiste à passer sur des jerseys et des draps en jersey qui permettent ensuite d'être directement, je crois, lavés et séchés. En fait, ça change complètement le processus de prise en charge à la blanchisserie. Donc, ça demande un investissement dans les machines, etc. Mais c'est des processus qui, de par la matière, notamment des différents linges qu'on va utiliser, est beaucoup moins gourmand en énergie et notamment en gaz, hein, puisque les blanchisseries fonctionnent encore beaucoup au gaz. Donc, là-dessus, le CHU de Poitiers, qui a mis ça en place, est très proactif sur la démarche. Donc probablement qui répondrait bien mieux que moi là-dessus. Mais globalement, c'est un nouveau processus qui permet de gagner en efficience économique et écologique
mais qui demandent forcément des nouvelles machines au niveau de la blanchisserie et également de changer le linge qui est dans les services de soins. Alors, sur la partie linge, peut-être connaissez-vous le RBH, parce que dans les amis ARTH, il existe l'Union des responsables des blanchisseries hospitalières. Je crois qu'il y a certains de leurs représentants, on vous invite à échanger avec eux sur cet aspect notamment. Sans la comparaison, c'est pas toujours bien, mais comment ça se passe vis-à-vis des autres pays? Est-ce qu'ils sont dans la même dynamique que nous? Et les fournisseurs sont-ils aussi grandement en train de décarboner leur chaîne de production et de transport? Est-ce qu'il y a des comparatifs qui sont faits? On n'a pas trop l'info. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la Belgique est aussi très proactive sur le sujet. Après, pour les autres pays, je ne sais pas. Pas de souci. Peut-être une dernière question sur le fait de convaincre. Parce que quelqu'un dit, nous sommes en minorité à ce jour et chacun peut faire sa part dans cette transition, mais comment toucher une grande majorité des professionnels de santé? Est-ce que ce genre d'action, vous le faites aussi auprès des directeurs d'établissements, ou pas que de santé d'ailleurs? Alors, on le fait aussi auprès de tout public hospitalier ou même de santé qui s'intéresse au sujet, donc dans les hôpitaux par exemple, auprès des soignants directement. Et alors, moi c'est un avis personnel ici, mais ce qui me semble va engager le maximum de personnes, c'est de voir les co-bénéfices, de voir qu'on peut y gagner au niveau de la qualité du travail, au niveau financier, au niveau de la santé de la population. En fait, on peut, par le biais d'un meilleur environnement, en fait, améliorer beaucoup de choses pour notre vie à nous humains, quoi. Je compléterai peut-être juste là-dessus. Vous avez parlé des directeurs hospitaliers. On sait que l'immense majorité des directeurs hospitaliers viennent de l'EHESP. Et aujourd'hui, dans les différents cycles de formation, pour le voir sur des communications, etc., c'est de plus en plus au cœur de leur formation. Laurie Marot notamment, qui intervient beaucoup à l'EHESP pour former les futurs directeurs d'hôpitaux. C'est une grande actrice de la cause de la décarbonation de la santé. Donc on a espoir que les futures promotions de l'EHESP soient vraiment proactives sur ces questions de décarbonation du secteur de la santé. Mais effectivement, ça passe par convaincre les directeurs d'hôpitaux de mettre en place toutes ces actions. Mais on a aussi la possibilité de les convaincre sur du pratico-pratique avec les co-bénéfices dont parlait Agathe. Et aujourd'hui, dans les CH, en tout cas ceux que le Shift Project connaît, il y a quand même systématiquement un ou une responsable RSE dont c'est le rôle justement en interne d'influencer notamment les dirigeants dans ce sens-là. Et ce que je trouvais intéressant avec l'exemple du CH de Béziers, c'est que le principe d'égalité homme-femme, c'était dans son ADN parce qu'il y a une culture qui a été instaurée depuis un certain temps, etc. Et c'est vrai que les directeurs d'établissement ont plus cette capacité à instaurer ça dans l'ADN d'un établissement, mais j'entends tout à fait. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la question, peut-être une dernière question de la salle. Madame. Merci. Bonjour, je suis Pauline Manteau, je suis directrice de la logistique et de la transition écologique au CHU de Marseille. Alors moi j'ai deux questions. La première c'est en lien avec la question du collègue de Toulouse, c'est dans quelle mesure le Shift arrive à intégrer, pénétrer les sociétés savantes d'hygiène hospitalière, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur des établissements de santé. Et la deuxième, je vois qu'on a posé des questions sur les subventions, etc. Moi, je pense que la transition écologique, il ne faut pas en faire un élément qui est conditionné à la capacité à le financer. Donc, dans quelle mesure, dans les accompagnements et les réflexions qu'on a aujourd'hui, on arrive aussi à en faire un élément de performance globale, que ce soit en termes de qualité, que ce soit également en termes financiers, budgétaires, très pragmatiques. Voilà. Je vais prendre la première partie de la question. Le Shift Project est une structure associative, mais dans laquelle il y a des salariés et des chefs de projet par secteur. C'est sectorialisé. Et il y a 3 chefs de projet santé, dont le travail justement c'est de travailler avec les représentants des acteurs de santé, entreprises, organismes, organisations, pour échanger de l'information dans les deux sens. Donc ça c'est la première partie de la réponse. Sur la deuxième partie de votre question, je vous rejoins complètement. On n'a pas tous la capacité à mettre en place des gros financements pour ces projets-là. Heureusement, et moi c'est vraiment ma conviction personnelle, il y a un certain nombre de projets qui peuvent être quasiment sans coût et qui peuvent avoir un vrai impact. Je pensais à justement la remarque de votre collègue de Toulouse. L'EDM, le médicament, c'est des gros facteurs d'émission, on l'a présenté. Effectivement, on peut passer par de l'éco-soin, de l'éco-prescription, etc. Mais on peut également passer par une réduction du gaspillage dans les services de soins. Ça passe par
des systèmes de dotation, pour ceux à qui ça parle, qui sont revus très régulièrement, où on essaye de dispenser le juste besoin et pas la boîte ou le conditionnement du dessus, etc. Les chiffres de péremption, d'atteinte de péremption dans les établissements aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont colossaux. Et déjà, on peut aller chercher ce levier de performance économique et écologique. Et peut-être se dire que finalement, les gains qu'on va faire grâce à ces actions-là pourront permettre de financer derrière des actions qui nécessitent un peu plus de financement à l'origine. Sur Egalim, c'est exactement ça. Enfin, sur Egalim, l'enjeu, c'est d'abord d'aller travailler sur le gaspillage alimentaire et ensuite, en effet, de s'engager sur les objectifs. Mais c'est absolument pareil sur l'usage unique, etc. Et je pense que dans le discours, il y a quand même un vrai enjeu de porter ça, c'est-à-dire non, la transition écologique, ce n'est pas est-ce que j'ai reçu les fonds de l'ADEME, de la région, etc. Non, en fait, la transition écologique, c'est déjà est-ce que sur nos dessertes et nos flux logistiques, sur ce que l'on sert à nos patients, journée logistique, mais sur ce que l'on sert à nos patients, on est déjà dans l'adéquation aux besoins, dans la pertinence et dans la sobriété, pourquoi pas. De toute façon, les aides, c'est un outil d'accompagnement facilitateur. Ça n'exclut pas de reprendre la démarche en amont, à commencer par ce qu'on essaye de faire, de l'information, de la sensibilisation. J'aimerais alors très rapidement. Non, parce que. Alors, très rapidement, Jamel, s'il te plaît. Dernière question, je vais être très provocateur justement par rapport à ce que vous dites, madame. Finalement, le sujet de la décarbonation du développement durable, dans un grand nombre d'établissements, effectivement, c'est un coût. Et donc, du coup, c'est des investissements, c'est des coûts d'exploitation, etc. Comment on conjugue cette contrainte, notamment dans des établissements où on est dans des plans de retour à l'équilibre, où globalement on a déjà du mal à finalement à financer des sujets de plan de retour à l'équilibre au regard d'un sujet aussi important et pertinent. Donc est-ce qu'il n'y a pas un sujet de pouvoir public, en tout cas d'implication du pouvoir public? Si, et derrière il y a une question de vote de la population. Petit clin d'œil pour dimanche. Moi j'aurais tendance à répondre de façon assez personnelle en disant que oui, il y a un coût financier, mais ça rejoint un peu l'introduction que j'ai faite sur les trois piliers. Il faut aussi penser aux coûts environnementaux et sociaux. Et les nouvelles réglementations, notamment la CSRD qui se met en place en Europe, va pousser les structures, aujourd'hui les entreprises à partir les ETI, à mesurer leurs impacts en termes de matérialité financière et extra-financière. Donc de plus en plus, et ça sera valable aussi pour les organisations, on va devoir prendre en compte les trois piliers et pas que le coût financier de telle opération, mais alors on peut rêver d'un avenir idéal. À chaque fois qu'on prendra une mesure, on prendra en compte l'aspect financier, mais aussi l'aspect social, mais aussi l'aspect environnemental qu'on va de toute façon être obligé de mesurer de plus en plus. Un grand merci à tous les trois pour vos interventions.